Bonjour Jonathan Loire, Salut Marc Jardel. comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien et toi? Ouais, très très bien, merci. Je suis content de te voir. Euh, Ouais. et je te présente auprès des spectateurs. Donc, tu t'appelles Jonathan Loire, L-H-O-I-R, et je te demande où tu habites, dans quelle région? Ben, écoute, moi je suis originaire de Belgique, mais ça fait 13 ans maintenant que j'habite dans le sud de la France, là, entre Montpellier et les Cévennes, en plein milieu de la Garrigue, la région du Pic Saint-Loup, mondialement célèbre pour ses vins. Mais voilà, il n'y a pas que il y a pas que des vignobles, il y a pas mal de garrigues, pas mal de choses à photographier, des insectes, des amphibiens, des choses comme ça. Donc c'est mon pied à terre depuis cette dernière décennie, quoi. Pas loin de la Camargue aussi? Oui, c'est pas loin de la Camargue. Donc l'endroit est intéressant stratégiquement pour un photographe naturaliste parce qu'il y a une grande diversité d'habitats sur le secteur. On est proche de la Camargue, on est proche du littoral, on est proche des Cévennes. Donc, bon, en l'espace d'une heure à peu près, je peux aller du bord de mer jusqu'au sommet des Cévennes, le mont Aigoual, à un peu plus de 1500 mètres. Donc, on a un gradient qui est assez intéressant. Et puis, moi, je suis à mi-chemin à peu près, en plein milieu de la Garrigue. Donc, on a le lac du Salagou qui est pas très loin. On a les belles rivières comme l'Hérault, la Vis, la Buège, tout ça. Donc, c'est très, très diversifié. Tu utilises quoi comme matériel? Alors, moi, j'ai toujours été chez Canon depuis que j'ai commencé la photo en 2005. Donc, pas vraiment par choix, mais plutôt par défaut, parce que les gens avec qui j'ai commencé à faire de la photo étaient en Canon. Donc voilà, il n'y a pas spécialement une volonté particulière à travailler avec cette marque-là plutôt qu'une autre. Mais bon voilà, j'ai commencé avec Canon, donc j'ai continué avec Canon. Donc aujourd'hui, je continue à travailler avec des réflexes. Je suis pas encore passé à l'hybride. Donc j'ai un Canon 5D3 qui me suffit largement puisque dans ma production photo, je cherche pas particulièrement à avoir du matériel hyper performant en termes d'autofocus, de rafale, ce genre de choses. Et puis par contre, comme je m'intéresse à toutes les disciplines photo, ben, j'ai un parc d'optique qui est plutôt bien achalandé et qui me permet de quand même pouvoir répondre à tout type d'opportunités. Donc ça va de longue télé pour faire de l'animalier, en passant par plusieurs objectifs macro, des grands angles et des focales assez lumineuses pour faire du paysage. Et puis des objectifs un peu transstandards, comme on appelle ça, type 70-200 ou 100-400 voilà, pour faire de la photo plutôt reportage et une espèce de couteau suisse du photographe, quoi. Donc voilà, donc ça commence à peser un peu au niveau du poids quand il faut tout trimballer, mais le gros avantage, c'est que qu'importe ce qui peut m'arriver et les sujets que je peux voir, grosso modo, si je me suis bien débrouillé, j'ai de quoi le photographier, quoi. D'accord. J'ai oublié de préciser que tu es photographe animalier professionnel et que tu organisais des stages photo. Tu sortais des publications, des livres. Tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Donc en fait, moi j'ai commencé la photo en 2005 en tant qu'amateur et je prétendais pas du tout un jour pouvoir vivre de cette passion-là. Et par contre, depuis 2014, j'en ai fait mon métier. Donc avec beaucoup de pans d'activités différents, notamment le gros actuellement, c'est évidemment la prestation de stages, voyages et séjours photographiques. Donc là où j'accompagne des gens sur le terrain, je les emmène euh, pour aller découvrir des paysages, de la faune ou des techniques particulières, majoritairement en France, mais aussi beaucoup en Europe du Nord. Et donc là, ça s'appelle un œil sur la nature. Et puis, je fais des stages perso aussi. Et puis, à côté de ça, je fais effectivement pas mal d'ouvrages en auto-édition sur des projets qui me tiennent à cœur. Notamment, là, j'ai fait le dernier, c'était sur les flamants roses. Le précédent, c'était sur la faune de la Garrigue autour de chez moi. Je fais un peu de vente de tirage d'art. Je fais des reportages dans la presse spécialisée, les magazines français et puis un pays limitrophe.
Et ce qui me plaît aussi, c'est que avant de devenir photographe pro et de ne vivre que de ça, j'ai toujours bossé dans la conservation de la nature. Et j'ai envie de continuer à sensibiliser les gens sur cet aspect-là, mais par le biais de la photo. Donc, dans les pans d'activité que je fais aussi en tant que photographe, c'est que je fais pas mal de conférences pour sensibiliser les gens à la conservation de la nature. Donc ça me tient à cœur. C'est des messages que j'essaie de faire passer aussi durant les stages photo. Mais bon, voilà, aujourd'hui, à mon avis, un photographe qui ne fait que de la photographie nature et qui ne veut pas faire de l'alimentaire, entre guillemets, type mariage ou photo-reportage industrie, etc., se doit, à mon avis, d'avoir plusieurs cartes dans son arc. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile de faire sans la prestation photo, type stage, voyage ou reportage. Là, vivre de ses droits d'auteur aujourd'hui, ça me paraît un peu utopique, à moins d'être dans le circuit depuis très longtemps. Mais c'est, en tout cas, j'ai l'impression de plus en plus compliqué. D'accord. Comment on peut te joindre? Tu as un site internet, une page Facebook, j'imagine? Oui, ça c'est pareil, hein, ça fait partie des outils indispensables quand on fait de la photo son métier. On est obligé donc d'être visible, d'être un peu sur tous les fronts en même temps. Donc évidemment, site web pour proposer les stages, les voyages, mais aussi pour montrer le travail d'auteur. Et puis, les réseaux sociaux, indispensables, évidemment. Donc, Facebook, Instagram, Twitter et quelques autres plateformes. Je suis encore de temps en temps actif sur la plateforme Benelux ou ce genre de choses. Donc, voilà, c'est important d'être présent un peu partout parce que c'est un moyen de communiquer aussi aujourd'hui et c'est indispensable d'être visible, entre guillemets. D'accord. Ton site internet, tu peux nous redonner l'adresse? C'est jonathanloire.com. Donc, c'est en tout attaché, prénom, nom. Donc, tapez Google, ça sort premier normalement, si tout se passe bien. Okay. Très bien. Bon, écoute, on va montrer tes photos. Je vais t'afficher la photo. Voilà, à toi. Eh bien, du coup, ouais, j'ai fait une sélection d'images comme tu me l'avais demandé pour un peu brosser à minima les thématiques que j'apprécie photographier et puis les quelques techniques que j'aime mettre en œuvre pour réaliser mes images. Donc, grosso modo, avant de passer les images une par une, c'est vrai que moi, j'aime prendre des images qui ne reflètent pas particulièrement la réalité et la scène que je suis en train de viser. Donc, ça m'arrive très régulièrement d'utiliser d'autres techniques comme l'exposition multiple ou les effets de mouvement, les poses lentes, qui transforment un peu la réalité des choses. Donc, pour l'instant, c'est ce que j'aime utiliser et c'est comme ça que j'aime retranscrire un peu les choses que je vois. Autant quand j'ai commencé la photo, je pense qu'il faut faire ses gammes et c'est important et je photographiais plutôt d'une façon plus illustrative. Aujourd'hui, je me suis écarté de ça parce que ça me plaît de faire un peu différemment. Voilà. Sans pour autant vouloir toujours essayer de faire autre chose que ce qu'on peut voir, mais voilà, j'aime bien explorer d'autres pistes et puis j'aime bien utiliser les évolutions technologiques aussi pour faire des choses qu'on voit un peu moins régulièrement. Donc, pour cette première image là, donc c'est des photos de flamants roses, hein, même si on ne s'en rend pas très compte à la première vision. Et donc typiquement, comme je viens de l'expliquer, là j'ai utilisé, donc c'est fait en Camargue, hein, au crépuscule, à l'heure bleue. Et donc là, j'ai utilisé un effet de mouvement volontaire. Donc, c'est pas la scène qui bouge, c'est le photographe. Donc, avec des pauses de l'ordre de 10, 15, 20e de seconde, on parvient, en bougeant volontairement son appareil photo, à obtenir ce genre de résultat.
Il faut savoir que je post-traite excessivement peu mes images, donc tout ce que vous allez voir là dans les images qui suivent, je ne vais pas dire qu'elles sont brutes de capteur, parce qu'évidemment, comme je fais du fichier RAW, il faut que je les dérotise et que je les développe en fait. Donc, je suis obligé de les optimiser tout de même, mais elles sont pas retouchées. Donc, il n'y a pas de Photoshop, il n'y a pas de Lightroom. Moi, j'utilise pas ces logiciels-là. Je suis sur le logiciel Canon qui est livré avec le boîtier, là, Digital Photo Professionnel, qui n'est pas un logiciel de retouche, qui est simplement un logiciel de dérotisation. Donc, les fonctionnalités sont hyper limitées. Mais voilà, aujourd'hui, ça me suffit amplement pour faire ce que j'ai envie de mes images. Donc là, c'est une photo de flamant rose faite en Camargue au parc ornithologique de Pongo, là où je fais régulièrement mes stages photo. Et donc, crépuscule, très peu de lumière. Donc là, dans les petites astuces techniques auxquelles il faut faire attention quand on fait ce genre de photos, c'est qu'effectivement, il faut un temps de pause relativement lent, de l'ordre du 15e de seconde. Et puis, il faut faire des mouvements volontaires avec son appareil photo. Donc, au début, c'est un peu contraignant de trouver le bon mouvement, la bonne vitesse. Et puis, c'est surtout que même si on maîtrise ces aspects-là, on ne maîtrise pas spécialement le résultat. Donc, c'est toujours une surprise, en fait, de voir les images qui sortent de ces techniques-là. Donc, voilà. Ce qui ne vous dispense pas, par contre, de faire quand même la mise au point, comme on le voit là sur cette photo. En fait, quasiment tout est flou, mais pas que. Il y a quand même la silhouette du flamant rose en avant-plan, là, qui elle, est restée bien nette sur le temps de pause. Donc voilà, parfois c'est assez surprenant de voir les éléments qui bougent et ceux qui ne bougent pas et de voir un peu les résultats que ça procure. Oui, c'est une photo qui est vraiment magnifique, qui est un petit peu ta signature. Ceux qui te connaissent savent que ça, c'est du Jonathan Loire. Je ne suis plus certain que ce soit vrai. Ça a pu l'être il y a quelques années d'ici, où effectivement les gens me disaient régulièrement qu'ils reconnaissaient ma patte. Ouais. Je pense que c'est parce qu'à cette époque-là, j'étais peut-être un tout petit peu en avant, où j'étais un petit peu plus audacieux. Aujourd'hui, par contre, moi, j'ai plus du tout ce ressenti-là. Je pense que là, je suis complètement noyé dans la masse des très belles images qui sont dans ce style-là. Je pense qu'il y a un vrai engouement pour la photo artistique aujourd'hui, plus que la photo illustrative. Et je suis chanceux, entre guillemets, d'avoir commencé ma carrière de photographe et de m'être fait remarquer avant ce gros engouement, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus compliqué de se faire remarquer dans cet univers-là, tellement il y a énormément de très très bons photographes, amateurs ou professionnels, et la qualité d'image ne cesse de croître, je trouve, quand on est sur les réseaux sociaux et qu'on voit son mur Facebook ou Instagram défiler et que quasiment toutes les images sont incroyables, ça devient, c'est super, hein, mais ça devient compliqué, je pense, pour vouloir se faire remarquer aujourd'hui. Je passe à la suivante? Oui, avec plaisir. Normalement, c'est du même acabit. Donc, c'est du même acabit, mais oui et non. C'est du même acabit parce que c'est toujours une technique de pose lente, pareil, toujours au 10 ou 15e de seconde, sauf que là, c'est pas le photographe qui bouge, mais c'est le sujet. Donc là, comme je vous disais, l'idée de s'éloigner du caractère illustratif de la scène qu'on vise, en fait, ça, c'est une rivière. Donc, c'est simplement à contre-jour, les petits scintillements que vous pouvez voir à la surface de l'eau, sur des portions de rivière qui bougent un peu. Et avec un effet de pose lente, on parvient à obtenir ce genre de résultat. Alors évidemment, il y a pas mal de petites astuces techniques pour y parvenir. Il faut être bien à contre-jour, il faut fermer le diaphragme pour avoir un maximum de profondeur de champ. Là, j'ai joué sur la balance des blancs en même temps pour donner ce côté bleuté. Je m'étais mis en tungstène ou en... je ne sais plus quel est l'autre terme qu'ils utilisent, mais en incandescent. Plus contraster un petit peu l'image, etc. Et puis trouver la bonne portion de rivière qui vous donne le bon effet. Mais toujours est-il que voilà, on est loin d'être
avec une image illustrative d'une rivière et en même temps, comme je vous disais tout à l'heure, elle est pas bidouillée. Donc cette photo-là, elle est presque brute de capteur. Et donc en s'exerçant à essayer de trouver un peu d'autres choses sur des endroits tout à fait classiques, on peut parvenir à faire des photos quand même très très différentes. C'est vraiment très très beau. Hein. C'est l'art abstrait, c'est superbe. Bah, c'est à voir en très grand. Je pense que ça, c'est bien. Bon, là, c'est déjà sympa sur un écran de PC, mais ça, sur un beau papier, dans une expo imprimé en 150 par 100, je pense que là, ça peut vraiment être très joli parce que on verrait le détail de chaque ligne et puis c'est le genre de photo devant laquelle on pourrait passer un peu de temps pour imaginer des choses, des formes, des silhouettes, des choses comme ça. C'est une genre de photo qui peut être très très belle quand on s'éloigne du sujet, quand on prend du recul, mais qui peut être aussi très très belle quand on s'approche, qu'on regarde tous les détails. Je pense que c'est important aujourd'hui d'avoir ce genre de photos parce que je ne vais pas dire qu'il y a plusieurs lectures différentes, mais j'ai l'impression que quand même, moi, je me lasse moins de regarder ce genre d'images pendant longtemps par rapport à d'autres images tout aussi intéressantes, mais dont la lecture est plus simple, parce que finalement, on s'en lasse plus vite. Et puis, comme on disait tout à l'heure, là, il y a un vrai engouement pour la photographie en général et la photographie de nature aussi. Et donc, on est noyé par les belles images qu'on voit. Et donc, maintenant, il faut essayer d'orienter les gens vers autre chose et d'avoir des images fignolées, mais qui amènent un peu à la réflexion, quoi. Pas qu'ils soient juste représentatifs d'un moment vécu, quoi. Je passe à la suivante. Ouais. Donc là, c'est le contre-exemple de ce que je viens de dire, évidemment. Donc là, la lecture, elle est simple, puisque c'est une libellule, enfin une demoiselle sur une tige de jonc en bord de rivière. Donc là, on est aux sources de la Buège. Donc c'est un tout petit peu au nord de là où j'habite, à une demi-heure de voiture, qui est une des plus belles rivières de l'Hérault, à mon sens, et dont la qualité de l'eau est vraiment très très bonne. C'est une eau qui est limpide et là on est juste après la résurgence de la rivière. Et d'ailleurs c'est là que Laurent Balesta a fait ses premières plongées à ses débuts. Donc il s'était pas trompé, je pense, sur l'endroit, vu la carrière qu'il a pu faire a posteriori. Et donc la typicité un peu de cet endroit-là, c'est que juste après la résurgence, l'eau est vraiment limpide, la rivière est plutôt bien exposée, donc on arrive à avoir cette dominante un peu bleutée qu'on peut voir sur l'image là. Et ça, c'est la couleur tout à fait naturelle à cet endroit-là. Donc évidemment, il y a énormément de végétation autour de cette résurgence et du coup, beaucoup de libellules avec une belle diversité d'espèces. Là, c'est sur du Calopteryx occitan, cette demoiselle. Donc voilà, après, comme je disais tout à l'heure, la lecture est plus simple, mais il y a quand même une recherche déjà un peu plus artistique que simplement illustrative, où là j'ai joué sur des feuilles d'un platane que j'ai mis en avant-plan, enfin en tout cas que j'ai utilisé en avant-plan pour créer ces masses verdâtres et donner un peu de texture et de contenu à l'image. Donc d'où l'intérêt aussi quand même sur le terrain de faire attention à ce qu'on a à disposition et puis d'essayer de l'utiliser pour faire des images peut-être qui sortent un peu de l'ordinaire. D'accord. Tu n'as pas fait une école d'art, il me semble, avant, non? Non, du tout. Moi, j'ai étudié les eaux et forêts. Donc, j'étais dédié à devenir sylviculteur ou garde forestier. Et puis, je me suis éloigné petit à petit de cette destinée-là en faisant une licence en écologie et environnement. Et puis, j'ai toujours travaillé dans la conservation de la nature, quoi, que ce soit pour Natura 2000 en Belgique ou ici en France, ou après pour le CIRAD à Montpellier, où j'étais responsable d'un insectarium. Donc, tu vois, je suis toujours resté dans l'univers de la conservation de la nature et de la recherche, pas du tout un cursus d'art. D'accord. Tu peux passer la suivante? Ouais. Waouh.
Donc voilà, ça c'est une exposition multiple. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ça fait partie des techniques que j'aime utiliser. Donc là, c'est assez simple et je pense que maintenant tout le monde sait ce que c'est et comprend comment ça fonctionne. C'est les derniers, enfin voilà, peut-être pas les derniers, mais ça fait depuis maintenant une dizaine d'années, même peut-être un peu plus pour certaines marques, qu'on a la fonctionnalité dans le boîtier de pouvoir cumuler un certain nombre d'images en format brut et votre boîtier les combine pour n'en faire qu'une, qui est en RAW aussi d'ailleurs. Donc vous pouvez optimiser au même titre qu'une image unique. Et il y a plusieurs moyens de combiner ces images-là. Donc voilà, chez Canon, il y en a 4 typiquement. Et donc c'est une technique que j'aime utiliser parce qu'on s'éloigne de la réalité à nouveau. Donc là, c'était un paysage dans le Jura. Donc c'est forêt du Rissou, le hotspot pour le grand tétras, le lynx et autres espèces forestières de vieilles forêts résineuses. Et là, en fait, c'est simplement une photo de paysage, mais qui n'est pas composée d'une seule image, mais de 3. Donc, on voit sur la ligne d'horizon, il y a trois lignes de silhouettes différentes. Et donc, c'est simplement la superposition et le placement de cet horizon-là à 3 endroits différents dans la composition d'image pour n'en faire qu'une. Donc là, c'est un peu comme tout à l'heure, je vous expliquais avec les flamants roses, le fait de faire des effets de mouvement aléatoires, volontaires, vous donne des résultats parfois surprenants. Là, c'est un peu le même principe. Même si on comprend la technique et qu'on espère pouvoir obtenir un résultat précis, il y a toujours une part d'aléatoire. Et c'est toujours une surprise aussi de voir le résultat de ces expositions multiples, notamment sur ce genre de combinaison. Suivante. Ouais. Donc là, tout le monde aura reconnu ces caractéristiques, enfin c'est cette silhouette caractéristique. Donc on est sur du chamois. Au crépuscule, donc après le coucher de soleil en silhouette, c'est fait dans les Vosges, évidemment, enfin évidemment non, mais en tout cas c'est fait là-bas, au Honeck, qui est un endroit quand même assez incroyable pour la photographie du chamois. Et donc ça c'est fait durant mes séjours photos dédiés à la photographie du chamois, c'est fait là-bas. Les couleurs sont naturelles, c'était vraiment super ce soir-là. Il y avait juste après le coucher du soleil, cette couleur un peu lit de vin bordeaux là, dans les nuages. Et puis par chance, j'ai pu avoir ces 2 chamois qui se font face. Donc là, j'ai joué la carte de la symétrie. C'est quand même assez rare que je mette mes sujets au milieu de l'image, mais là, ça se prêtait plutôt bien. Donc l'image est équilibrée et j'ai joué vraiment sur l'aspect silhouette de ces deux individus-là. Mais après, c'est une image nettement plus classique dans sa composition et dans le message qu'elle peut avoir. Mais c'est bien aussi. C'est vraiment la lumière, les formes, enfin, c'est vraiment très très beau. Très, très beau. Tu peux passer à la suivante si tu veux. Donc là, on retourne sur le même principe que la photo des flamants roses, mais par contre, ça c'est une photo très récente. J'ai fait il y a 2 week-ends là, juste avant le début du confinement, dans les Cévennes. Donc j'étais en séjour photo avec mes stagiaires et que je leur expliquais comment on réalisait ce type d'image. Donc là, c'est une pose lente aussi, mais avec un effet de mouvement volontaire, mais il y a un effet de spirale en fait. Donc pour pouvoir réaliser ce type d'image, il faut se mettre au 10 ou 15e de seconde à nouveau et par contre, il faut avoir un objectif qui permet de zoomer ou dézoomer. Donc, typiquement, moi, je fais ce genre d'image avec un 100-400 ou un 70-200. Et donc, je me mets à la focale la plus longue. Et sur le temps de pause, en fait, j'effectue un mouvement de rotation de l'appareil photo qui permet de dézoomer et en même temps, ça procure cet effet spiralé, quoi. Ouais. Donc, c'est très, très compliqué dans un premier temps de maîtriser le mouvement.
bien faire le mouvement sur le temps de pause, pas partir trop tôt ou pas partir trop tard. Et puis la complexité après, c'est de parvenir à garder la scène qu'on vise droite, et surtout quand on a des arbres évidemment qui poussent à la verticale. C'est bien d'avoir le mouvement, mais si c'est pour avoir les arbres complètement penchés, ben, on va pas pouvoir faire grand-chose de la photo. Donc là, c'est un peu plus complexe, ça demande beaucoup d'entraînement. La technique n'est pas compliquée, mais ça demande du temps et de l'entraînement pour pouvoir parvenir à ce genre de résultat. Et essayer de fixer le point de la spirale sur un point fort dans l'image. On en voit souvent des photos comme ça, mais plutôt avec un effet centré, d'expo-zoom. Si on veut s'écarter un peu de ces images-là et faire des images où la spirale est sur un point fort de l'image, ça demande un peu plus d'entraînement. Mmh. Et cette année-ci, on a eu des très très belles couleurs là, automnales, donc ça se prêtait plutôt bien pour ce genre d'image. Oui, c'est vrai qu'on a eu un bel automne et on n'a pas eu trop de vent pour déshabiller les arbres, donc ça a permis d'avoir des belles couleurs, effectivement. Ouais, c'était bien parce que quand on voit un peu les changements climatiques qui s'opèrent, et puis nous, dans le sud de la France, les sécheresses à répétition qui affaiblissent les hêtres, qui se dessèchent sur place au mois d'août ou au mois de septembre, et qui passent du vert au brun à l'espace de quelques jours, ça devient vraiment problématique, et notamment d'abord pour eux, évidemment, et puis pour nous, dans une moindre mesure, c'est compliqué de retrouver des automnes avec des belles couleurs, avec des explosions de couleurs qui durent quand même un certain laps de temps. En tout cas, en hêtré, dans le sud de la France, ça devient de plus en plus compliqué parce que c'est pas rare qu'à l'automne, les hêtres aient déjà perdu leurs feuilles avant même qu'elles deviennent colorées. Tout à fait, ouais. On passe à la suivante. Ouais. Alors là, on change complètement d'ambiance. Là, on est en Suède. À l'automne 2018, donc j'étais avec Guillaume Billy. On était parti un mois en reportage photo, entre guillemets. En tout cas, on avait envie de bosser sur la forêt tous les deux. Et donc, on est allé là-bas faire tout un périple en Suède, dans des coins très, très intéressants. Et donc là, c'était un matin brumeux, comme on peut le voir dans la partie supérieure de l'image. Et donc, c'est une forêt d'épicéas. Et en fait, en me baladant là-dedans, au petit matin, j'ai trouvé cette trouée de lumière. Donc, il y avait un endroit où probablement un arbre était mort et avait créé ce pli de lumière. Et donc, du coup, il y avait de la végétation qui s'était installée, dont les fougères qui sont là. Et donc, j'ai essayé d'amplifier cette trouée de lumière, cet endroit-là, en utilisant un ultra grand angle. Donc là, je suis avec le 14 mm de chez Sigma, là, qui ouvre à 1.8, là, qui est super lumineux. Et je suis resté à pleine ouverture pour pouvoir bénéficier du vignettage et d'amplifier du coup ce pli de lumière au centre de l'image. Donc après, il n'y avait plus qu'à cadrer correctement pour avoir une image un peu dynamique et puis des diagonales intéressantes. Et puis ce qui était beau là, c'était d'avoir l'ambiance brumeuse, des tonalités un peu bleutées parce que le soleil n'était pas encore levé, mais surtout toutes ces variantes de couleurs sur les fougères, et puis le côté un peu triangulaire là, qui vient donner un petit côté un peu plus texturé, voire agressif à l'image. Donc j'ai bien aimé la combinaison des deux. D'accord. Magnifique. Donc l'image suivante, c'est ça, c'est une image de confinement, quoi. Donc cette image-là, je l'ai faite, je pense, avant-hier, et j'étais assis de là où je vous parle pour l'instant, donc j'étais dans mon salon, et donc c'est une exposition multiple du marronnier qui est juste en face de chez moi. Et donc là, je me suis essayé à vraiment jouer la symétrie. Donc il y a
7 ou 8 prises de vue, je pense qu'il y en a 8, ouais. Il y a 8 prises de vue là en fait. Donc je vise un endroit en particulier et puis après je fais une rotation que j'essaie d'être la plus précise possible en tout cas. Et je tourne autour de ce point central que je choisis au préalable en espérant que le résultat final soit photogénique. Donc voilà, c'était le bout d'une branche de ce marronnier. Et puis j'ai trouvé ça intéressant aussi de simplement montrer que de chez soi, il y a quand même moyen encore de s'épanouir hein, malgré le contexte, quoi. Tout à fait. Waouh. Alors ça, c'est fait au printemps, à l'automne, voire même à l'hiver dernier en fait. Donc ça, c'est un petit lac qui est juste à côté de la maison, là, le lac de la Jasse, au pied du pic Saint-Loup. Donc c'est aussi une exposition multiple composée de 4 images. Donc là, c'est les reflets avec les dernières lueurs du jour qui éclairent uniquement le haut des arbres. Ce sont des saules là, qui poussent au bord du lac. Et donc, il y a un contraste fort parce que le reste est à l'ombre. Et là, j'ai fait une rotation de 4 images en tournant de 90 degrés entre chaque photo, en visant toujours le même endroit, évidemment. Et donc ça donne ce résultat hyper graphique. Mais voilà, la scène, finalement, n'était pas… Les lumières étaient sympas, mais la scène visée, je veux dire, pour chaque image unique, n'est pas incroyable. Mais par contre, la combinaison des 4 donne quelque chose d'assez intéressant d'un point de vue graphisme. Et c'est probablement une des premières difficultés à laquelle sont confrontés les gens qui commencent la photographie en expo multiple, c'est de parvenir à se projeter dans un résultat et à savoir quoi photographier. C'est compliqué. On ne sait pas quoi combiner pour rendre quoi, parce qu'on n'a jamais fait, on ne sait pas ce que ça peut donner. Et donc au début, on tâtonne un peu parce qu'on ne sait pas trop, quoi photographier. Mais là, pour le coup, ça fonctionnait plutôt bien, jouer la symétrie. Carrément. Sur ce petit lac là. Donc voilà. Après, il fallait attendre les bonnes conditions de lumière, évidemment, il faut avoir du contraste, sinon… L'arrière-plan soit bien noir, pour que tu n'aies pas de surexposition, sur impression. Oui, tout à fait. Donc voilà, image un peu plus artistique d'une scène assez classique, finalement. Image suivante. Ouais. Donc là, on retourne dans les Cévennes. Donc c'est un endroit que j'apprécie particulièrement, hein, parce que c'est pas très très loin de la maison finalement. Et puis comme moi j'ai grandi en forêt, j'ai besoin régulièrement de retourner dans ce genre de biotope. D'ailleurs, quasiment toutes les photos que je vous ai montrées jusqu'à présent contenaient au moins un arbre. Donc c'est un peu significatif, mis à part la photo de Flamand Rose. Donc là, on est dans les Cévennes, on n'est pas très très loin du lac de Pise, et c'était en toute fin de journée aussi, il y a quelques semaines d'ici. C'est un alignement, alors là on s'en rend pas trop compte, hein, mais c'est un alignement de Sorbier des Oiseleurs, qui est juste derrière le lac, et donc là, j'ai joué pareil avec le vignettage de mon optique, donc toujours le 14 mm là, à pleine ouverture, et donc voilà, j'aimais bien le contraste entre l'ambiance un peu brumeuse, l'alignement de ces sorbiers des oiseleurs et puis les gros blocs qu'on a en avant-plan, qui sont typiques aussi des Cévennes, recouverts de mousse. Là, donc voilà, c'est une image plutôt d'ambiance, mais avec pas mal de petits détails à aller chercher à gauche, à droite, et notamment dans ces rochers là, couverts de lichen. C'est vrai qu'on peut passer du temps à regarder cette image. Exactement ça, il faut y passer. En fait, il faut être au bon endroit au bon moment, et ça, il n'y a pas de secret de toute manière. Il n'y a pas d'astuce, en tout cas, à part regarder la météo et puis sortir le plus souvent possible quand les conditions météo ont l'air d'être propices. Mais une fois encore,
Après, il n'y a pas tellement de conditions météo propices. C'est toujours l'œil du photographe qui trouve le. Oui, après, il faut parvenir, je pense, aussi à exploiter ces conditions-là, et être réactif sur le terrain quand on a les bonnes conditions pour trouver le bon sujet, le bon cadrage, à moins qu'on ait une idée hyper précise et qu'on y aille juste pour faire ça. Mais là, c'était pas le cas. En l'occurrence, j'étais simplement avec des stagiaires en train de me balader et puis on s'est fait prendre par le brouillard près du lac et les conditions sont devenues hyper propices à faire ce type d'image. Donc ça, c'était intéressant. Mais après, Ouais, voilà, fallait-il encore avoir le coup d'œil pour trouver les sujets intéressants à mettre en valeur dans cette ambiance brumeuse, parce que tout ne s'y prête pas non plus. tout à fait. Mm-hmm. C'est l'image suivante? Oui, tu peux. Wow. Donc, ça, c'est les deux dernières images d'ailleurs. Donc, ça, c'est l'avant-dernière. Donc là, on part en Finlande, du côté de la frontière russe, donc près de Kuusamo. Donc ça, c'est un endroit que je fréquente maintenant depuis. J'ai dû y aller la première fois en 2014. Ouais, 2014. Donc ça fait 6 ans que j'y vais tous les ans pour guider des voyages photos. C'est un endroit extraordinaire. C'est proche de Kuusamo. Donc en fait, en hiver, on peut observer là-bas ce qu'on appelle dans le jargon des arbres candélabres. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc en fait, c'est des épicéas et des pins qui sont sur des crêtes et qui sont recouverts de neige, mais avec les conditions venteuses, cette neige se transforme en espèce de concrétion, là, comme on peut le voir, et donc on se doute bien que ce sont des arbres, évidemment, mais on ne distingue plus du tout les branches, ni les feuilles, plus rien. Ça fait des espèces de cônes complètement enneigés comme ça, et ils passent l'hiver comme ça, et fort heureusement pour eux, cette couverture de neige les protège complètement du froid, parce qu'il peut faire là-bas des températures négatives de l'ordre de moins 40, moins 45 degrés. Et en fait, c'est ce qui les sauve, clairement. Au début de l'hiver, ils se font recouvrir de neige, et puis petit à petit, elles s'accumulent et elles se condensent autour d'eux. Et c'est ce qui les protège de tout l'hiver. Donc c'est super joli. Il y a des parcs, le plus célèbre, c'est le Risitunturi, où quand on arrive sur les crêtes, c'est des concrétions comme ça à perte de vue. Donc c'est super photogénique. Là, on est sur un coucher de soleil. Donc c'est les derniers rayons de lumière qui viennent frapper les arbres avant de disparaître. Et puis on a cette ambiance bleutée qui commence déjà à apparaître dans les zones blanches. Et puis là, c'est pareil, c'est photos faites au grand angle, à pleine ouverture, pour garder le vignettage et on peut refermer la scène vers le centre et vers le sujet principal. Ouais, c'est ce petit contraste de lumière entre le soleil couchant, effectivement, et la neige bleutée. C'est très beau. Bleu et blanc, ça fonctionne bien. Ouais. C'est des choses qui vont bien ensemble, quoi. Ouais, c'est un blanc, mais c'est un blanc un peu chaud quand même. C'est un Oui, blanc, il y a des il y a des teintes un peu rosées dedans quand même. Ouais. C'est pas du blanc pur. ouais. Donc la dernière image. Voilà, la dernière image, on reste en Finlande, on reste sur ces arbres candélabres, et par contre, là, on est aussi sur une exposition multiple. Donc, c'est 4 ou 5 images de ces forêts d'arbres candélabres. Pour densifier encore un peu plus la scène, j'ai décidé d'utiliser cette technique-là. Et puis là, on est vraiment dans un versant exposé au coucher de soleil. Et donc, c'est les toutes dernières lueurs. C'est pour ça qu'on voit la teinte un peu orangée dans la partie supérieure, et puis qui vient littéralement lécher le sommet des arbres candélabres. C'est vraiment avant que la lumière ne disparaisse. Et donc voilà, on est aussi sur des couleurs qui vont très très bien ensemble, le blanc, l'orange avec le bleu, et puis la combinaison par le biais de l'exposition multiple qui augmente encore la texture de l'image.
Mhm. Donc voilà un peu un espèce de panel des techniques que j'utilise et puis des endroits que je fréquente et que j'apprécie photographier. Donc, Ok. ça vous donne déjà un petit aperçu de ce que je fais. Bon, il y a beaucoup plus d'images évidemment sur mon site web et sur mes réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, mais c'est vrai que le fait de s'intéresser à tout permet aussi d'avoir une production photo diversifiée. Là, j'ai mis très peu d'insectes finalement, ou même d'animaux. J'ai juste mis le flamant rose et les chamois, mais j'en fais beaucoup aussi. Mais, et Ça, voilà. on peut le voir sur ton site internet. Il y a pas. Oui, bien évidemment, il y a encore, je Voir réfléchis à mettre ça à jour. Le mieux, c'est d'aller voir sur Instagram ou Facebook. C'est comme les plateformes qui sont les plus à jour en termes de représentativité de ma production photo. Mais, mais là où je voulais en revenir, c'était sur le fait d'être naturaliste avant tout et d'être intéressé par tout fait que dès que je sors de la maison, je sais jamais ce que je vais photographier à l'avance, je sais où je vais aller me balader, mais peut-être que je vais revenir avec des photos d'insectes, d'amphibiens, de paysages ou d'expositions multiples ou avec rien du tout, hein, ça m'arrive aussi souvent, juste le plaisir d'aller se balader et contempler tout ça. Et, et voilà, c'est aussi l'autre avantage que j'ai aujourd'hui de pouvoir vivre de ma passion et de mon travail de la photo par le biais des stages et des voyages, c'est que ça ne m'oblige pas à devoir produire de l'image, parce que je ne vis pas de mes droits d'auteur, et ça me permet de complètement garder la main sur les images que j'aime réaliser. Voilà, je ne me force pas à faire des images peut-être plus consensuelles ou plus vendeuses parce que ce serait mon gagne-pain. Là, c'est pas le cas. Donc, du coup, ça me permet de continuer à faire des photos un peu étranges parfois et qui plaisent pas. Mais c'est pas grave parce que Ouais. c'est pas de ça, c'est pas ma source de revenus. Et puis comme tu le disais au début de l'interview, c'est peut-être aussi pour ça que les gens assimilent certains styles d'image à mon travail parce que je garde la main dessus et j'ai pas l'impression de me laisser entraîner par les vagues et les modes qu'on peut avoir successives. Voilà, j'essaie de rester dans la mesure du possible plutôt neutre par rapport à tout ça. Écoute, vraiment, félicitations. J'aime beaucoup. Je ne comprends pas qu'on puisse ne pas aimer. Oh, Non, ça doit pas être. c'est ça qui est intéressant, quoi. En tout cas, merci beaucoup, Jonathan. Je rappelle ton nom, Jonathan Loir, L-H-O-I-R. Donc, voilà, si vous voulez voir un peu plus de son travail, n'hésitez pas. Puis bon, on te voit assez souvent aussi dans des expos, dans les salons. Ouais, je traîne pas mal dans les festivals à gauche à droite, c'est vrai. On connaît facilement ta facilement reconnaissable. Mais... Bon, écoute, merci et à très bientôt, Jonathan. Au revoir. Oui, salut Marc.